à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler cyclisme, on va faire le débrief de la 5e étape du Giro 2022 et c'est encore passé des choses sur cette étape. On va en parler, on va parler également de Vincenzo Nibali, mais vous verrez pourquoi plus tard. Le bilan des Bleus, top, flop, comme d'habitude, avec un sprint qui a été assez atypique du côté de Messine. Ville de Sicile. On ne pensait pas que cette étape serait aussi... Enfin, c'est-à-dire que ce matin, je me suis dit, ah, il y a une stratégie osée, et j'y avais pas pensé lorsque j'ai fait la vidéo de présentation de l'étape. Mais je me suis dit, avec Van Der Poel, on ne sait jamais. Avec l'équipe de Van Der Poel. Et bah, c'est ce qui s'est produit, mais j'en reparlerai un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aimer, pas aimer à certains coureurs. J'ai pas fait de sondage hier parce que j'ai pas eu le temps. Vraiment, je m'en excuse, mais entre l'Eurovision, si vous n'avez pas vu les magnifiques vidéos Eurovision, il y en a une autre qui est en cours du Plaude. Il y a eu, en fait, j'ai eu beaucoup de retard, des choses aussi à faire à côté. Donc j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai même répondu aux commentaires là à 16h30. Donc pour tout vous dire, voilà, j'ai répondu à quelques commentaires ce matin, mais la plupart j'ai répondu à 16h30 après avoir vu l'étape, parce qu'en fait je me suis fait avoir. Je pensais que l'étape arrivait un peu plus tard. Alors j'ai vu quand même 60 bornes, hein, mais je pensais que j'avais du temps en fait entre la fin de mes activités et avant de regarder 60 km d'étape, 60-50 km d'étape, et en fait j'ai pas pu le faire. Et en plus, parce que l'étape a été hyper animée, moi j'ai commencé à regarder l'étape, les échappées se faisaient reprendre. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai vu la fin d'étape, j'ai vu quand même toute la préparation du sprint, et puis je me suis renseigné sur ce qui s'est passé avant quand même, hein, parce que j'étais au courant de ce qui se passait avant. Bien entendu, vous savez que je regarde assez peu les étapes en intégralité, parce que je trouve que la plupart du temps ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je regarde toujours ce qui se passe avant, vraiment. C'est quelque chose que je fais énormément. Bon, aujourd'hui, ça aurait pu avoir un intérêt de regarder 120 km d'étape. Il y a d'autres jours où c'est un peu moins d'intérêt, mais aujourd'hui, j'avais pas le temps de regarder 120 km d'étape, pour tout vous dire. On commence tout de suite avec cette étape numéro 5. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Étape donc avec très animée. On a eu une échappée encore avec Baïs et Tagliani qui se battent pour le classement des fugitifs. J'ai oublié de regarder, même ils sont à combien de kilomètres de classement de fugitifs, mais ça doit être leur 3e échappée, 4e échappée. 3, moi j'en ai compté 3. Je sais plus s'ils étaient dans l'échappée de l'Etna. Mais ils sont dans quasiment toutes les échappées, ce qui est quand même une sacrée performance. C'est la force c'est vrai que c'est ce qui manque peut-être au Tour de France pour réussir à avoir des échappées, parce qu'il y a certaines étapes sur le Tour de France où on a beaucoup de mal à avoir des échappées. C'est peut-être un classement des coureurs échappés, des fugitifs. C'est vrai que ça permet sur le Giro d'avoir des... En France, on a le classement du combatif, mais qui est, je pense, pas hyper intéressant. Et puis pour les coureurs étrangers, ils savent que le combatif, ça va être donné à un coureur français. 90% du temps, c'est un coureur français qui remporte le classement du combatif. Par contre, un classement des échappés ou un classement des sprints intermédiaires, ou avoir plus de sprints intermédiaires sur une étape, pourrait dynamiser et faire qu'on ait beaucoup plus de coureurs échappés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le Tour de France. Mais chapeau Baïs et Tagliani, parce que les jambes doivent être déjà lourdes et il leur reste encore 2 semaines et demie de course. L'étape donc a été hyper animée, donc pour tout vous expliquer, si vous n'avez pas regardé la course, il y avait une montée de 2e catégorie aujourd'hui, et c'est vrai que je me suis dit ce matin quand je me suis réveillé à 8h, et je me suis dit, ah merde, mais vraiment, hein, c'est vraiment un truc réel, ah merde, enfin merde, peut-être pas merde, je me suis dit, c'est osé, mais connaissant Van Der Poel, ils ont certainement dû imaginer de rouler dans la bosse, même si elle est à 100 bornes de l'arrivée, pour faire péter 3, 4, 5 sprinters. Je me suis dit ça dans la tête. Pour piéger les sprinters les plus à l'aise sur le plat, mais les moins à l'aise en montée. Et je me suis dit, et en plus, tu peux être aidé par Guermeil. Je ne m'attendais pas à ce que Gaviria aide, par contre, à cette idée-là, à ce que UAE roule. Comme ça, parce qu'il montre que Gaviria a des très bonnes jambes en ce moment. C'est ce qui s'est passé.
Et je me suis dit, ah c'est con putain, j'aurais dû le mettre dans les stratégies possibles. J'ai vraiment oublié, enfin j'ai oublié, c'est-à-dire que tu vois, je réfléchis quand même à ce qui peut se passer et c'est une opportunité qui à ce moment-là, je n'y avais pas réfléchi à ça et j'ai réfléchi à ça pendant la nuit. Je sais pas, la nuit porte conseil et je me suis dit, ah le matin, ah oui, c'est vrai que ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Après, je me suis dit quand même, c'est osé comme stratégie. Faut être couillu. Mais ils ont tenté de le faire. Ça a roulé vite aujourd'hui, hein, 42 km 700 en passant. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à 16h, quasiment avant 16h. Même si l'horaire d'arrivée était prévu pour que ça soit un peu plus tôt, je pense. Parce qu'il n'y avait pas un décalage si énorme que ça avec les horaires prévus. Autre particularité du jour, j'avais dit que je parlais de Nibali. On a eu l'information à 16h30, il est 17h désormais. Sur le site du Giro. Alors peut-être que vous n'avez pas encore vu cette information. Nibali a officialisé, il prend sa retraite à la fin de saison, Vincenzo Nibali. Cette année, on a quand même des gros retraités. Hein. Valverde, Gilbert, Nibali. Vainqueur, je rappelle, de 2 tours d'Italie, un Tour de France, une Vuelta. C'est l'un des rares vainqueurs des 3 grands tours, Nibali. Vainqueur également de Milan-San Remo, du Tour du Lombardie à 2 reprises, du Grand Prix Ouest-France, donc du Grand Prix de Plouay en 2006, 2 fois du Tour du Trentin, qui est désormais le Tour des Alpes, vainqueur du Tour de Man en 2016, 2 fois deuxième de la Vuelta en 2017 et 2013 également, Vincenzo. Vainqueur de 6 étapes sur le Tour de France, 2014, 2015, 2019. On le sentait un peu venir. C'est-à-dire, j'avais dit depuis le début de saison, il a qu'un an de contrat chez Astana. Peut-être qu'il se jauge, peut-être qu'il attend de voir. Est-ce que c'est la montée de l'Etna qui a confirmé que voilà, bon, bah, il est plus au top physiquement? Je pense qu'il voulait finir en beauté en Sicile et que cette année, il y avait un passage en Sicile. Il est en plus de Messine, hein, c'est pour ça qu'il y a eu l'information. Je pense que voilà, il y avait tout qui était réuni pour faire son jubilé à Vincenzo Nibali. Alors il fera encore le Tour de France et le Tour de Lombardie, donc ça m'étonnerait pas qu'il finisse même au Tour de Lombardie sa carrière, course où il a été toujours très fort sur le Tour de Lombardie. Parce que je rappelle, il avait fini 2e derrière Pinot, également sur le Tour de Lombardie. Carrière exceptionnelle. Cette année, on a quand même 3 énormes retraités. Si on nous rajoute Cavendish dans l'affaire, enfin, c'est exceptionnel le nombre de retraités, là, des très bons coureurs qu'on va perdre cette année, parce que Gilbert, ça a quand même été un énorme coureur qui vient de remporter les 4 jours de Dunkerque en passant. Valverde qui prend sa retraite aussi. Donc voilà, Nibali, le 3e, très gros palmarès du cyclisme à prendre sa retraite cette année. Bien entendu, très bon coureur, commencer sa carrière à la Fassa Bortolo en 2005, puis ensuite Liquigas, ensuite Astana. C'est vrai qu'il a eu des très grands résultats chez Astana quand Astana était très italien. Du côté de la Bahreïn, on a quand même eu un déclin quand il a commencé à arriver chez la Bahreïn. Bon, chez Trek, ça n'a pas été les résultats escomptés du côté de Nibali. Et puis bon, chez Astana, hier, il a perdu, on va dire, l'option de pouvoir faire un bon classement général sur ce Tour d'Italie. Enfin, je pense, ça sera compliqué désormais. Mais voilà, un très bon coureur qui prend sa retraite. Donc, je voulais en parler ce soir. Lui rendre un petit hommage, parce que c'est un coureur qui nous a fait également les cyclisme, qui est le seul à s'être intercalé dans toute l'hégémonie, la domination Ineos pendant les années 2010 sur le Tour de France, il faut le rappeler aussi. Et puis il avait été très fort en 2014, parce que certes, on dit toujours Froome avait abandonné le Tour 2014, Contador aussi. Mais je rappelle que quand Contador abandonne, il est déjà loin de Nibali, et que Nibali avait déjà pris le maillot jaune au bout de 2 jours de course. Il avait été impressionnant, Nibali, notamment sur l'étape des pavés, mais il avait fait une première semaine exceptionnelle cette année-là, Vincenzo Nibali. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le vainqueur du jour, El Fenomeno. L'homme d'Italie, le plus français des Italiens, Arnaud Démare, ou Arnaud Démare, ça fait moins bien d'italien tout de suite. Arnaud Démare, que dire, 6e victoire d'étape sur le Tour d'Italie, quand même, là aussi, hein, quand on parle de palmarès, ça commence à être impressionnant, parce que des coureurs français à 6 victoires d'étape, ils sont pas nombreux
sur le Tour d'Italie, plus deux victoires d'étape sur le Tour de France. Ça veut dire qu'il a déjà 8 victoires sur les grands tours. Il manque que la Volta en passant Arnaud Démare. Très bonne étape, très bon sprint. Alors, on avait déjà été rassuré lors de l'étape de Balaton-sur-Ed où il était tombé sur du grand Cavendish. Là, il n'y avait pas Cavendish aujourd'hui et il a été très fort, très bon. Il fait un très bon sprint et pourtant, c'était largement pas du cousu humain. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout été du tableau noir du côté de la Groupama. Premièrement, il se fait lâcher dans la montée de deuxième catégorie, donc il est obligé de faire un gros effort. Il lâche à 4 bornes de l'arrivée, du sommet de la montée, donc c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il perd quand même, au sommet il est à 1 minute, il fait un énorme effort dans la descente pour revenir à 30-25 secondes. Ensuite sur le petit bout de plat, là aussi ça roule fort, il profite aussi un peu de l'accalmie devant, où ça commence à se ravitailler aussi. Et puis derrière, du côté de Démare, il faut réussir à récupérer. Il n'a pas récupéré énormément parce qu'il a fait rouler ses équipiers également pour lâcher définitivement Cavendish qui était à ce moment-là à 1:30 de minutes derrière le peloton de tous les autres sprinters, de dégoûter Cavendish. Et puis ensuite, il a été extrêmement fort sur cette étape. Dans ce sprint, et pourtant c'était pas du cousu humain encore une fois parce qu'il n'y avait plus Guarnieri à ses côtés, son poisson pilote, comme quoi c'est un peu inquiétant pour Guarnieri parce que Scottson et qui est l'autre coureur, il y avait Scottson qui fait la cassure avec Consoni, c'est Silkendal qui a fait un énorme boulot dans le final. Et Guarnieri, on n'a pas eu besoin de lui pour avoir la victoire. Et comme on sait quelquefois Guarnieri, il a peut-être coûté des victoires à Arnaud Démare. Voilà, ça va encore pas être. Il va encore se faire pas une bonne réputation, on va dire Guarnieri. On va dire il sert pas à grand chose. Mais surtout Démare, c'est pas du cousu humain encore une fois. Je vais me répéter. Konovalovas, il est devant à 6 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire, quand je vois Konovalovas se pointer à 6 bornes de l'arrivée, je me dis, merde, ils font une Israël. Et je me dis, et en plus, Israël est plutôt en deuxième épaisseur. Je me dis, je sais bien que le final, il y a quelques virages techniques. Je savais pas qu'il y avait la bosse entre le virage dans la chicane, ce que j'avais appelé le pif-paf. C'était pas indiqué sur le site du Giro. Mais je me dis, ah putain, ils sont devant trop tôt, 6 bornes, c'est beaucoup trop tôt. En plus, il n'y a plus beaucoup de mecs pour rouler. Puis je pense que ça va être un sprint décousu. Il faut plutôt se mettre à l'avant au dernier moment. Après, je les vois, ils sont complètement débordés dans le gauche-droite. Dans le droite-gauche, pardon. Là, je me dis, est-ce qu'ils vont être en capacité de revenir? En plus, après, je vois que c'est en faux plat descendant. Alors, je me dis, ça va être compliqué. Et puis là, je vois Silkendan faire une énorme descente avant le deuxième virage à 800 mètres de l'arrivée. Et là, je me dis, bon, c'est bien, il se replace. Et puis après, le sprint, super, avec Scottson qui fait aussi un peu de travail. Scottson qui a fait une cassure, encore une fois, ça me rappelle, c'était l'étape 4, je crois, du Giro 2020. Il avait déjà fait ça, Scottson. C'est pas la première fois qu'il fait une cassure avec un coureur. Et ensuite, vous avez Démare qui fait presque un sprint décollé. Et ensuite, Démare, quand il déclenche son sprint, je peux te dire que personne ne peut le remonter, quoi. Il est un peu au-dessus. Et pourtant, il déclenche de loin. Là aussi, c'est pas parfait sur le déclenchement. Mais voilà, c'est du très bon boulot. Et il peut saluer Silkendam, qui a fait un énorme job aujourd'hui. Donc vraiment, très très belle étape, très belle victoire d'Arnaud Démare. J'avais dit depuis le début de saison, je l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit sur la chaîne, il a les jambes. Son problème, c'est qu'il n'a pas confiance dans son train. C'était même pas un problème de j'arrive pas à frotter. Il sait quand même un peu frotter Démare. Mais c'était plus pour moi un problème de il n'a pas confiance dans son train. Ce qui est arrivé à Viviani, par exemple, du côté de chez Cofidis. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire confiance aux hommes qu'il a devant lui. Ensuite, il y avait eu sa sortie dans Ouest France, où j'avais dit c'est peut-être pas la meilleure technique pour avoir de la confiance dans son groupe et que le groupe ait confiance en lui. On peut que confirmer que c'était peut-être la bonne chose de remotiver ses troupes dans la presse. Mais oui, très bon sprint d'Arnaud Démare. Et voilà, une belle victoire, 6e victoire de sa carrière sur le Giro. En tête également du classement du maillot cyclamen. Il a 94 points.
Alors, on m'a enlevé le classement cyclamen. Il a une vingtaine de points d'avance sur Guermeil et Gaviria est troisième. Gaviria qui fait un bon début de Giro en ce moment. Et on va continuer avec Simone Consoni. J'ai mis en plus-moins. Consoni m'a pas vraiment impressionné aujourd'hui. En fait, il a fait l'erreur de suivre Scottson quand Scottson fait la cassure et ensuite c'était fini pour lui. Je suis quand même assez surpris chez Cofidis qu'on fasse pas confiance à Chimolai. Parce que pour moi, Chimolai est meilleur sprinter que Consoni sur le plat. Consoni, c'est un sprinter qui passe bien les bosses. C'est un peu sa particularité à Consoni. C'est vrai que c'est un sprinter qui passe bien les bosses. Mais sur le plat, il me semble que Chimolai est un peu meilleur que Consoni. Je trouve qu'on ne fait pas vraiment confiance à Chimolai depuis le début de la course du côté de Cofidis. Bardet n'a pas perdu de temps. Martin non plus est dans le bon premier groupe. Donc sinon, ça se fait plutôt bien passer du côté des coureurs français. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le deuxième de cette étape, c'est Fernando Gaviria. Il est fort, Gaviria, en ce début de saison. Alors déjà, enfin en ce début de Giro, plutôt qu'en ce début de saison, on ne l'avait pas énormément vu. Il a récupéré sa condition physique. J'avais dit à Messine, j'en avais parlé lors de l'étape 5, il avait gagné déjà une étape, donc l'étape de 2017, du Giro 2017 lors de la présentation. Qui arrivait, je crois, pas totalement, c'était pas la même ligne droite. Hein, du résumé que j'avais vu, c'était plus en ville, le final à Mezzine, que là. Mais Gaviria, il a été très fort. Il tombe aussi sur des sprints qui conviennent très bien à ses qualités. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a une habilité, une agilité qui est assez dingue. Et il n'a pas besoin de beaucoup de coureurs, Gaviria. Il n'a pas besoin d'un train complet. Gaviria, quand il a un train complet, il sait s'en servir, mais 2-3 coureurs suffisent à Gaviria. Par contre, c'est un coureur qui a besoin d'avoir vraiment confiance en son poisson pilote. C'est le cas avec Richezze. Et c'était tout le problème qu'il avait avec Modolo, où il n'y a jamais eu une osmose entre lui et Modolo, ce qui lui a coûté des victoires sur le Giro l'année dernière. Je crois que c'était l'étape 4 ou l'étape 5, je sais plus, où il y a une incompréhension totale entre les deux coureurs. Mais Gaviria, déjà, il adore l'Italie, il a toujours été très bon sur le Giro. Et il a retrouvé, je pense, une très bonne condition physique. J'étais assez inquiet parce que sur le Tour des Alpes, puis j'avais pas vraiment compris pourquoi il avait fait le Tour des Alpes, qui est quand même une course vraiment de grimpeur. Mais il a été vraiment très bon aujourd'hui. Et puis demain, il y a un sprint qui est très intéressant pour lui. C'est un coureur qui sait se cacher, qui sait se dévoiler au dernier moment. Et il est hyper habile sur un vélo. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Tour de Burgos 2020, quand il bat Arnaud Démare dans le virage. C'est un coureur qui est hyper habile sur un vélo, Gaviria. Des fois, il emmène un peu trop gros en braquet. C'est un peu son péché mignon, on va dire, à Gaviria. Mais c'est un excellent coureur. Et puis, voilà, on le revoit au top. Il a fait partie des meilleurs sprinteurs du monde. Bah, il recommence à faire partie des meilleurs sprinteurs du monde. Donc, c'est bien. Et puis, comme je dirais qu'on n'a ni Jacobsen ni Philipsen, qui me semble un peu au-dessus, et que Caleb Ewan est pas incroyable en ce début de Giro, ça ouvre les possibilités, le champ des possibles à des sprinteurs comme Démare, comme Gaviria, qui sont peut-être une chouille en dessous de ces sprinteurs-là, mais qui sont habiles sur un vélo, qui savent se démerder aussi, même si Démare n'est peut-être pas le mec qui sait le mieux frotter. Mais comme on a des sprints qui sont assez décousus, je dirais pas décousus, mais aujourd'hui il n'y avait pas tous les sprinteurs, ça a aidé à Arnaud Démare. Et puis à Balaton Furet, c'était pas non plus un sprint nickel dans le final, donc ça a vraiment aidé des mecs comme Démare. Et puis il adore l'Italie, Démare, et pareil avec Gaviria, c'est des mecs qui adorent l'Italie, qui ont fait leurs meilleurs résultats en Italie. Donc voilà, Gaviria, fantastique, enfin très bon aujourd'hui. Je mets une petite pièce sur lui pour l'étape de demain. C'est un avant-goût de la présentation d'étape de Le Mans que je n'ai pas encore enregistré tellement j'ai pas eu le temps. Normalement, je les enregistre avec un jour d'avance, mais là, j'ai toujours pas eu le temps de l'enregistrer. Je le fais après cette vidéo. Je suis vraiment à la bourre aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ballerini, quatrième de l'étape, c'est plutôt pas mal. En se démerdant seul, Ballerini s'est vraiment débrouillé tout seul. C'est son meilleur résultat de la saison. Lui qui n'a pas fait une grande campagne de classique flandrienne, contrairement à 2021, donc il arrive peut-être en forme plus tard. Je trouve qu'il a su choisir les bonnes roues dans son sprint. Et puis voilà, il s'est démerdé seul, il sauve la mise pour Quick-Step.
en prenant cette 4e place. Donc c'est vraiment un très bon sprint. Et puis si Cavendish n'a plus Morkov à partir de l'étape 13, on ne sait pas si Cavendish fera tout le Giro. Parce qu'imaginons qu'un Cavendish soit sur le Tour de France pour aider Jacobsen. Bon, je sais pas, ça semble gros, hein, ce que je vous dis. Mais la Vuelta aussi, il y a des courses encore pour sprinters en fin de saison. Et bien, du côté de Ballerini, ça peut être une bonne option pour les sprints ou pour lancer Cavendish en cette fin de Giro. Il vient de démontrer qu'il avait plutôt des bonnes jambes. Donc c'est vraiment très bien ce qu'a fait Ballerini. C'est une bonne journée. Je sais pas, grand chose d'autre à rajouter, mais déjà il a passé la bosse, ce qui montre que la condition physique est bien meilleure qu'au mois de mars, pardon. Et du côté de Ballerini, voilà, c'est une belle performance, j'ai bien aimé. Troisième coureur au top, il y en a en fait 2, mais on va parler de Girmay. Dommage, Girmay, il se fait enfermer, mais il a fait le plus dur. Moi, j'observais Girmay, parce que j'ai encore vu qu'il y avait peu d'Intermarché autour de lui. Il a cette faculté qui vient... Enfin, je sais pas s'il a fait de la piste, Girmay, je ne crois pas. Il faudrait vérifier. Mais il a une faculté de placement qui est assez dingue. Et là, pas de peau pour lui, c'est que le sprint se passe le long des balustrades. Et que c'est peut-être Gaviria ou Desmar même, hein, mais il est gêné. Bon, ça reste un sprint, hein, il peut pas passer en fait. Il n'y a pas de changement de ligne brutal. Mais de toute façon, Girmay, en plus à l'arrivée, je crois qu'il fait ici Desmar. Mais du côté de Girmay, je trouve qu'il a cette faculté à se placer. Il me fait penser dans cette faculté à se placer à McEwen, qui était un dieu pour ça, à trouver les bonnes roues. Gaviria aussi, qui est très bon dans ce domaine. Mais Gaviria a fait énormément de pistes. McEwen, il était australien, donc forcément dans les jeunes années en Australie, vous commencez par la piste. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais pas inné, mais presque. C'est un truc qui vient de la piste. Lui, j'ai pas l'impression qu'il ait fait de la piste dans sa carrière, Girmay. Donc il faudrait presque vérifier, parce que cette faculté à se placer me semble assez dingue. J'avais déjà repéré ça au championnat du monde, parce qu'au championnat du monde, il est tout seul et il sort presque de nulle part dans la dernière ligne droite en trouvant l'ouverture, quasiment plein centre, je crois un peu décalé quand il prend la 2e place. Donc il a vraiment une faculté à se placer. Et puis bien entendu à Gand, j'avais vu avec Adrien Petit, les deux avaient été très bons également dans les difficultés du côté de Gand. Donc vraiment chapeau encore Girmay. Il m'impressionne Girmay, vraiment c'est un coureur qui m'impressionne. Puis je voulais noter du côté des Érythréens également la belle 8e place de Tesfation. Vous connaissez le Tesfation baroudeur, grimpeur du côté de Drunhopper, Androni Giocaluttoli. On s'aperçoit qu'il a quand même des qualités de vitesse, donc comme puncher ça peut être pas mal. Tesfation, il a été très bon aujourd'hui. Lui aussi il s'est débrouillé assez seul. Il a pris les bonnes roues aussi, hein. Je regardais un moment Tesfation parce que je me suis dit... Au départ, j'ai vu un mec de Drunhopper, Androni Giocattoli. J'ai entendu les mecs d'Eurosport, Guillaume Di Grazia dire c'était Tesfation. Je me suis dit, il a fumé. Parce que j'avais pas remarqué de visage, j'avais pas fait gaffe plus que ça. Et puis ensuite, je me dis, bah si, c'est Tesfation. Enfin, c'est les seuls Érythréens dans l'équipe. Il y a un moment, tu te dis, bah putain, mais normalement il est pas sprinter, Tesfation, tu vois, tout le raisonnement que j'ai eu dans ma tête. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais le regarder, tu vois, je vais regarder un petit peu ce que fait Girmay, parce que je voyais que ça passait de gauche à droite, c'était pas mal. J'ai regardé un petit peu Desmar, parce que pour moi c'était le plus rapide aujourd'hui. J'ai pas trop regardé Gaviria, pour tout vous dire, et je me suis dit, tiens, je vais regarder Tesfation. Mais t'es bon dans le placement Tesfation. Il fait je trouve qu'il pour un grimpeur qui est pas un mec qui est habitué à faire du sprint, je trouve qu'il a pas été mauvais. Donc je me dis que tiens, en tant que puncher, Tesfation, il a des qualités de puncher. Hein. Notamment, je l'avais vu, je sais plus c'était quelle course que j'avais vu qui était pas mauvais dans ce domaine-là. Je me dis tiens, on a Girmay pour les Flandriennes. Tesfation dans 2-3 ans sur les Ardennaises, ça aurait de la gueule. Les Érythréens, voilà, qui nous émerveillent en ce moment de leur talent. L'Érythrée, c'est un peu une technique. L'Érythrée, faut le savoir, est une dictature. Hein, c'est une junte militaire qui est au pouvoir de l'Érythrée. Et comme toute junte militaire ou dictature,
le sport a toujours une importance. Bon, je vais pas vous rappeler les jeux de 36 avec les nazis, que ça soit les jeux d'été ou les jeux d'hiver. Je rappelle que la patrouille militaire, l'ancêtre du biathlon, a été inventé par les nazis. Le handball, je crois, a été inventé par les nazis pour mettre en valeur la domination aryenne, parce que c'était la théorie. Et du côté des Érythréens, ils se sont dit comment on peut se faire connaître à l'étranger. Cuba, par exemple, a fait ça avec la boxe. Cuba, c'est la boxe. Bon, la Chine, ils ont fait ça avec tellement de sports. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le sport d'origine. C'était le Zanzibar, à l'époque, en football, qui, son objectif, alors le Zanzibar, qui est maintenant qui est le Zimbabwe, je crois. Je sais plus. Mais à l'époque, c'était le Zanzibar qui avait participé à une Coupe du Monde de foot, par exemple. Je crois que c'est celle de 72. Non, si. Attends. Non, 66, 70, 74, celle de 74 en Allemagne, où il y a le Zanzibar, avec, je crois, des participants qui s'étaient enfuis. Mais l'Érythrée s'est dit, l'Éthiopie et Kenya, bon, qui sont l'Éthiopie en termes de régime politique en ce moment, c'est assez instable. Le marathon fait partie de leur spécialité, mais l'Érythrée, qui est dans la corne de l'Afrique, il faut savoir que c'est pas très loin de l'Éthiopie, ils se sont dit comment on peut se faire connaître, et ils ont pris le cyclisme, et c'est plutôt une bonne idée pour faire connaître le pays. Guilherme et Tesfacion sont des bons représentants de leur pays, même si c'est pas le meilleur pays au niveau des droits de l'homme. Il faut savoir que dans le classement de Reporters sans frontières, alors bon, Reporters sans frontières a aussi des casseroles au cul. Je rappelle qu'à une époque, ça a été dirigé par Robert Ménard, et que le FN et la liberté de la presse, ce sont deux concepts qui sont un peu antagonistes. Mais du côté enfin, quoique maintenant, il y a d'autres partis qui font la même chose aussi. Mais du côté de l'Érythrée, je crois qu'ils sont juste devant la Corée du Nord. Ils sont dans les dernières positions au niveau liberté de la presse. Je crois qu'ils sont juste devant la Corée du Nord. La Corée du Nord qui est en dernière du classement, bien entendu. Il y a 180 pays, donc quand même. Et la Russie est 155e, je crois, du classement. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Caleb Ewan. C'est la déception de ce début de Giro du côté des sprinters. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, étape 1, il tombe. Étape 3... le train n'est pas du tout en place. Étape 5, c'est le premier lâché. Moi, je pensais que l'épaule ne lui faisait pas mal. Alors, il dit en interview, non, l'épaule, c'est juste c'est juste des dermabrasions. Voilà, c'est juste irrité. La peau est brûlée, quoi, en fait, par le goudron. J'ai quand même des doutes. Alors, est-ce que c'est du côté de chez l'auto, ils ne sont pas perçus d'un truc? Est-ce qu'il y a une douleur qui s'est réveillée là hier, aujourd'hui? Est-ce que c'est la fatigue de l'étape d'hier? Mais bon, aujourd'hui, Caleb Ewan démarre, Gaviria, Ballerini passe. Nizzolo est passé, il fait 3 Nizzolo. C'est également un pas mauvais sprint. Vous remarquerez quand même que du côté d'Israël, aujourd'hui, ils n'étaient pas devant à 4 bornes de l'arrivée. Je dis pas toujours des conneries. Du côté de Caleb Ewan, aujourd'hui, il devait passer. Il est lâché avant Cavendish quand même, Caleb Ewan. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire. Une panne de jambe, un peu venue de nulle part. J'ai peur que ça soit l'épaule quand même. Qu'il y ait un truc à l'épaule et qu'on ne nous le dise pas. Parce que l'auto, s'ils perdent Caleb Ewan aujourd'hui, tu vas pas gagner. Enfin, tu as peu de chances de gagner une étape avec Sylvain Moniquet, quand même. Sans faire offense à Sylvain Moniquet, même s'il fait 4e ou 5e de l'Etna. Bon, Sylvain Moniquet, il faut ni qu'il y ait Kemna, ni qu'il y ait Pedro Lopez, ni qu'il y ait Guillaume Martin, ni qu'il y ait Nibali. Enfin voilà, pour qu'il gagne une étape de côte, faut qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui ne soient pas dans l'échappée. Arm Van Hoek, pareil. Donc la Lotto, s'il n'y a pas Caleb Ewan, le Giro, il a raté. Parce que de toute manière, j'ai envie de te dire qu'en montagne à la Lotto, il y a Stef Kras. Presque Stef Kras. Depuis le début de saison qui est performant en montagne.
Parce que De Rent, on l'a, et puis bon, De Rent, j'ai l'impression que bon, il continue le cyclisme, mais par passion. C'est un peu comme Thomas Vauclair sur la fin. Il a plus les jambes de ses 25 ans, Thomas De Rent, surtout en montagne. Et que bon, après, ce sont surtout des rouleurs. Alors Philippe Gilbert a gagné, mais c'est plus un grimpeur, Gilbert, on le sait bien aussi. Donc de toute manière, s'il n'y a pas Caleb Ewan, c'est compliqué quoi. Et je rappelle que Caleb Ewan, bah, ils n'ont pas marqué de points avec lui, du côté de l'UCI. Ça commence à devenir très inquiétant pour l'auto. Hein. L'UCI, le World Tour s'éloigne de plus en plus. C'est fou parce que la Lotto a quand même été une équipe... c'est peut-être l'une des équipes qui était le plus professionnelle des années 90. Avec T-Mobile, mais c'est une équipe qui avait déjà des méthodes d'entraînement, des techniques qui étaient déjà très fortes, des stratégies qui étaient très fortes. Moi, je me souviens, je parle souvent de Robbie McEwen, mais Robbie McEwen était à la Lotto. À l'époque, la Predictor Lotto. Vous aviez Axel Merckx aussi, qui n'était pas un mauvais coureur. Et puis il y avait pas mal de. Il y a eu Cadel Evans à la Lotto. Cadel Evans, c'est la Lotto en début de carrière. Quand il fait deuxième du Tour 2008, il est à la Lotto, Cadel Evans. J'ai envie de te dire que Jean-Christophe Perrault, sa première saison, il est également chez Lotto. Alors à l'époque, il devait s'appeler Omega Pharma. C'est à l'époque qu'il s'appelait Omega Pharma, mais il y a eu Philippe Gilbert. Enfin voilà, il y a plein de coureurs qui sont passés dans cette équipe au top de leur performance. Depuis, je dirais 2014-2015, ils se sont contentés simplement de faire des sprints et ils le payent aujourd'hui. Au départ, ils se contentaient seulement de Greppel. Ensuite, ils ont remplacé Greppel par Caleb Ewan, mais ils se sont contentés quasiment dans leur effectif d'avoir un seul leader. Sauf qu'avec les nouvelles règles de l'UCI, ça ne marche plus. Et leur effectif n'est pas taillé pour le World Tour aujourd'hui. La majorité de l'effectif n'est pas taillé pour le World Tour. Et c'est quand même triste d'un effectif qui était majeur, avec des Mario Hart par exemple, ce type de coureur-là au début des années 2000, et ça a dégraissé au fur et à mesure, ne plus avoir de... Ils avaient C'était Vandenbroek. Non, attends, c'est Chantal, Black. Si, c'est Vandenbroek. C'est le coureur belge. J'ai oublié son nom. Alors, attends, si je tape Lotto, je vais retrouver son nom. Vous allez voir, ça va revenir dans 3 quarts d'heure. Cette vidéo va être très loin. Mais ils ont eu quand même des bons coureurs. Mais aujourd'hui, t'as Barbero, mais qui vient de redémarrer. Et ça, quand tu regardes l'effectif, c'est pas dingue. Si on regarde 2012, quand c'est devenu Lotto Bédissol, t'avais donc Greppel, t'avais Greg Anderson, Jürgen Roland, très bon coureur également, Jürgen Vandenbroek, voilà, c'était pas Franck, c'était Jürgen, Jelle Van Andert également, qui était un pur produit. Aujourd'hui, c'est plus top quoi. Hein. Van Genechten également, Gianni Mersman, Debuschkereux, commençait chez eux, à l'époque il était bon Debuschkereux, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ils ont fait, je pense, beaucoup d'erreurs et ils le payent aujourd'hui, et ils le payent très cher. Et Caleb Ewan, aujourd'hui, il était nulle part. Cavendish, bon, je l'ai mis en flop, c'est un demi-flop, Cavendish. Qui lâche dans l'étape, je crois qu'il n'a pas non plus forcé plus que ça son talent, Cavendish. Bon, ça n'a jamais été le spécialiste de la montagne. Il n'a jamais été bon dans ce domaine-là. Et je pense qu'aujourd'hui, Cavendish, il a vu que ça roulait très fort et il s'est dit... Demain, il y a une étape de sprint, ça roulera moins fort, j'aurai toutes mes chances. Il vise pas le maillot cyclamen, Cavendish, il vise les étapes. Il vise à gonfler son palmarès en nombre d'étapes. Donc je pense qu'il n'a pas forcé plus que ça son talent aujourd'hui à Cavendish. Voilà, il a vu que ça roulait vite, il a vu que Kevan était lâché, il s'est dit je vais être le prochain sur la liste. Bon, quand il a vu que ça commençait à être un peu trop dur, je crois qu'il a pas forcé son talent. Et puis en plus, les Rennes fait 4, donc c'est pas non plus une mauvaise journée pour eux. Je termine avec Kort Nielsen. Seulement 13e, Kort Nielsen. Sur un sprint comme ça, il était capable de faire mieux. Il est quand même derrière Albanese, Roras qui a fait le sprint, surprise du jour en passant. Derrière Consoni, mais qui se rate quand même sur son sprint. Derrière Tuns, bon, qui n'est pas au top. Et Thijs Fassion.
Moi, je pense qu'il était en mesure d'aller faire 6 ou 7 derrière Boaos, quoi. Bah, Boaos, il fait 6 en étant seul. Je pense qu'il était en capacité de faire comme Boaos. Donc, c'est dommage pour Kurt Nielsen. Surtout qu'on a quand même un peu bossé pour EF. EF a un peu bossé pour lui. Donc, c'est comme ça, c'est dommage, Kurt Nielsen. C'était pas mal lors de l'étape 3. Bon, là, aujourd'hui, il y avait peut-être possibilité de faire mieux. Après, peut-être que le rythme de l'étape a été un peu trop intense pour lui, ou peut-être un problème de placement. J'ai pas été plus attentif que ça à Kurt Nielsen, mais un peu déçu qu'il fasse seulement 13e, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait quand même les capacités de faire un peu mieux. Bien entendu, on ne pouvait pas finir les flops sans parler de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, bah, c'est quand même la mauvaise opération du jour parce qu'ils ont roulé une grande partie de la journée. C'est eux qui initiaient un petit peu ce mouvement de course du côté d'Alpecin Phoenix. Et Van Der Poel finit, je sais plus, 78e, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas la bonne nouvelle. En passant, en plus hier, ils ont perdu Maresco. Donc l'idée de faire sprinter Maresco lors de l'étape 3 était donc pas une bonne idée. Là c'est quand même... Enfin quand tu mets autant d'énergie à créer un mouvement de course et que tu n'arrives même pas à finir dans le top 10, c'est quand même un peu la guigne. Donc c'est vrai que j'ai mis Caleb Ewan pas au top, mais Van Der Poel, bah, là c'est quand même pas incroyable. Alors je te dis pas qu'il aurait peut-être pas gagné Van Der Poel, mais bon... Maintenant, il est largué au classement du cyclamen. Ça, c'est clair et net par Desmar et par Guilhermet. Moi qui en faisais un des favoris sur ce maillot cyclamen, c'est quand même une déception. C'est également le deuxième sprint, on va dire. Bon, après, il y avait Maresco, mais c'est voilà, il sprint là aujourd'hui. Enfin, il n'a pas sprinté non plus aujourd'hui. C'est le deuxième raté, je pense, aujourd'hui d'Alpecin. Et puis, quand tu mets autant d'énergie à créer un mouvement de course, à vouloir supprimer la majorité des sprinteurs, soit tu vois que ça ne marche pas et tu arrêtes tout, soit tu continues parce que ça marche un peu, tu finis quand même le job. Là, le problème de Van Der Poel, c'est qu'il n'a pas fini le job. Je pense que les équipiers ce soir, ils doivent être un peu deg du résultat. Alors, j'ai aussi assez peu vu Alpecin dans le final. C'est vrai qu'Alpecin, dans les 10 derniers kilomètres, 15 derniers kilomètres, tu les vois assez peu. À un moment, ils sont en deuxième épaisseur à 3 bornes de l'arrivée, mais je pense qu'ils étaient à l'intérieur sur un virage qui tournait sur la gauche, ils étaient à l'intérieur et je pense qu'ils se sont fait enfermer à ce moment-là. Et dans le final, tu les vois plus du tout. Je pense que voilà, le train était totalement désorganisé du côté de cette équipe. Donc c'est un peu dommage du côté d'Alpecin parce qu'il y avait, je pense, beaucoup mieux à faire pour l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Et donc c'est peut-être la déception du jour, encore plus que Caleb Ewan aujourd'hui. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, étape numéro 6, étape de sprint, encore, certainement. Je ne sais plus quelle est la ville d'arrivée, vous allez voir, ça va être une arrivée qui risque d'être un peu touchy. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc débrief demain 21h, présentation de l'étape 7h30. Et puis voilà, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao!